Donc, bienvenue à ce webinaire auquel vous vous êtes inscrit via Friendzone Campina, qui a pour sujet de comment être un bon influenceur comme diététicien. Donc, je me présente, je suis Élise Turbon, je travaille chez Ifluence, une agence de marketing d'influence où je suis la responsable France des campagnes et également l'experte des réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que j'ai cette légitimité à m'adresser à vous aujourd'hui durant ce webinaire. Sachez que sur votre droite, vous avez l'onglet Q&A où vous pouvez poser toutes les questions que vous avez durant le webinaire. Si je n'y ai pas déjà répondu durant la présentation, on pourra revenir dessus en fin de webinaire. On aura ce moment d'échange pour répondre à vos différentes questions. Également, sachez qu'à la fin du webinaire, vous n'avez pas besoin de sortir de la pièce. Vous allez directement être redirigé vers un formulaire d'évaluation. Et à la fin de ce formulaire, vous recevrez du coup un certificat de participation à ce webinaire. L'enregistrement de ce webinaire est déjà en cours, donc vous allez recevoir la présentation que je vais vous projeter juste après, ainsi que l'audio qui est déjà en train de tourner. J'espère que vous serez super intéressés par le sujet et que à la fin de ce webinaire, vous saurez comment être sur les réseaux sociaux pour votre activité et comment développer du coup chaque plateforme. On va pouvoir commencer, je pense. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer par un quiz. Alors, si possible, je vais vous mettre le lien directement dans le chat. Sinon, je vais vous partager mon écran. Il y a aussi un QR code que vous pouvez utiliser. Hop, donc je vous mets le lien dans le chat. Je pense que vous l'avez tous. Et sinon, je vous partage également l'écran. Comme ça, vous pouvez tout voir en même temps. Hop, normalement, vous avez mon écran. Donc, vous pouvez flasher avec votre téléphone le QR code à gauche. Sinon, utilisez directement le lien que je vous ai mis dans le chat. Je vais attendre une petite minute que tout le monde se connecte. Comme ça, on va pouvoir vous poser les différentes questions. Je vois que tout le monde est en train de se connecter. Super. Ça n'a plus l'air d'augmenter. On va commencer avec les questions. Alors, première question, savez-vous combien de temps par jour passe-t-on sur les réseaux sociaux? On voit directement vos réponses arriver. Peut-être que ça peut donner des idées à d'autres personnes. Donc, on parle bien du temps passé sur les réseaux sociaux, hein, sur les différentes plateformes qui existent, comme Facebook, Instagram, ce genre de choses. C'est encore un petit peu de temps pour répondre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le système de Booklap et les informations qui sont écrites en plus gros sont celles qui reviennent le plus de fois. Après, je peux aussi voir en nuage de points ou en liste, donc les réponses qui sont données. Mais je trouve que le nuage permet de voir un petit peu les réponses qui reviennent le plus souvent. Donc là, d'après vos réponses, il y a énormément de réponses entre 2-3 heures et voire 4 heures. Donc la bonne réponse, c'est 1h46. On passe 1h46 environ par jour sur les réseaux sociaux. Par contre, vous avez raison, on passe plus de 5 heures à être connecté devant des écrans, donc quand on cumule les ordinateurs, la télé, mais ce n'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on est environ 1h46 par jour. C'est beaucoup moins qu'il y a quelques années. Il y a des statistiques qui montrent qu'en 2020-2021, donc il y avait forcément le confinement, donc on devait être aussi certainement plus connecté sur les réseaux sociaux. On était environ sur 3 heures par jour
Et aujourd'hui, on reprend quand même un rythme un peu plus normal et on est sur 1h46 environ. Seconde question, quel est le pourcentage de personnes qui font confiance aux réseaux sociaux avant de faire un achat? C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de personnes qui font confiance plutôt aux réseaux sociaux pour faire un achat. Donc, quel est ce pourcentage de Français qui font confiance aux personnes qui donnent leur avis sur Google, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, avant de faire un achat? C'est marrant parce que c'est assez divergent. Je vois que la bonne réponse est donnée en tout cas. Donc en majorité, on a du 60 et 70% ou du 40%. Et la bonne réponse, c'est 64% des Français font confiance aux réseaux sociaux avant de faire un achat. Donc, c'est une statistique qui évolue de plus en plus. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on faisait un peu moins confiance aux réseaux sociaux et on faisait aussi moins confiance aux sites internet. Mais aujourd'hui, il y a plus de 64% des Français qui font confiance aux réseaux sociaux et qui se renseignent en faisant des recherches sur des avis, des opinions, sur un service, sur un produit avant de faire un achat. Troisième question, quel est le pourcentage de personnes qui font confiance aujourd'hui à un influenceur pour un achat? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi énormément d'influenceurs, de créateurs de contenu. Ces personnes-là sont assez influentes sur certaines communautés. Et donc, combien de personnes font confiance à un influenceur pour faire un achat? C'est encore une fois très divergent. Il y a des statistiques très hautes et des statistiques un peu plus basses. J'ai pas encore vu la réponse. Alors, on a sensiblement tous les répondants, tous les participants qui ont répondu. Alors, je n'ai pas eu la bonne réponse. Vous allez être un peu surpris. Je vois qu'il y a quand même une statistique qui se rapproche. Alors, il y a 92% des personnes qui font confiance à un influenceur, et notamment des micro-influenceurs. Donc, on verra les dénominations après, mais c'est vrai que plus les communautés des influenceurs sont petites, entre guillemets, et plus on va avoir un lien de proximité avec l'influenceur, et plus on va lui faire confiance. Et donc, plus de 92% des personnes font confiance à un influenceur pour un achat parce qu'ils considèrent que sa parole est légitime. C'est pas la marque qui parle d'elle, mais c'est un influenceur qui parle d'une marque, qui l'a testée auparavant, et donc on peut lui faire confiance. Une dernière question pour clôturer ce sondage. Quel est le pourcentage de personnes qui ont davantage confiance en un influenceur que dans une marque? Donc ça se rapproche un petit peu. Parmi ces 92% de personnes qui font confiance aux influenceurs pour un achat, combien font davantage confiance en l'influenceur que si c'était la marque qui avait directement parlé d'elle? Voilà, c'est totalement cohérent avec ce qu'on a vu avant.
En effet, il y a énormément de personnes qui ont davantage confiance en un influenceur que dans une marque. Aujourd'hui, on est autour des 70% de personnes qui font confiance, plus à l'influenceur que dans une marque. Mais il y a quand même encore des personnes qui aujourd'hui font confiance 100% à des marques qui parlent d'elles sur les réseaux sociaux. Donc on voit quand même parmi ces chiffres qu'il y a un réel intérêt, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi via l'influence. Et donc, pourquoi pas pour votre secteur d'activité, développer ces réseaux pour en tirer du profit juste après. Je vais revenir vers vous. Hop, j'arrête le partage d'écran et je vous repartage ma présentation. Normalement, on est bien revenu à l'écran. Je me remets en grand écran. Hop. Donc, pour vous expliquer un petit peu les bagages que j'ai en poche, entre guillemets, donc, quelle légitimité j'ai aujourd'hui à vous parler en tant qu'expert du digital. Donc aujourd'hui, je travaille chez Ifluence, qui est une start-up dans le marketing d'influence. Donc on travaille avec énormément de clients de tout secteur d'activité sur des campagnes d'influence. C'est-à-dire qu'on va booker des influenceurs en fonction d'expertises certaines sur différents sujets pour pouvoir parler d'une marque. Comment on travaille chez Ifluence? On a différentes stratégies, mais ce pourquoi on se différencie des autres agences, c'est tout d'abord parce que de un, on propose un concept créatif, on propose toute la stratégie et le storytelling à nos clients. On va leur suggérer ce qu'il faut mettre en story, en post, etc. On reviendra sur les différents lexiques de ces fonctionnalités-là sur les réseaux juste après. Et aussi parce qu'on organise des reportings, des bilans chiffrés avec nos clients. Et ça, c'est vraiment très apprécié pour voir les différents metrics qui fonctionnent sur les réseaux. Je vais tous vous les expliquer. Vous aurez exactement le même niveau d'information que si vous étiez nos clients. Et donc, ça va vous permettre de potentiellement développer vos activités sur les réseaux sociaux. Ce qui est important aujourd'hui, c'est notamment le taux d'engagement. Le taux d'engagement, je vais vous l'expliquer encore juste après, mais en France, un bon taux d'engagement, c'est 3% pour toutes les personnes qui utilisent les réseaux sociaux. C'est-à-dire que 3% de votre communauté doit interagir avec vos contenus. Et si ce n'est pas le cas, on considère que ce n'est pas un compte qui fonctionne bien. Pour vous expliquer davantage, et pour revenir au b.a.-ba et à la base du marketing d'influence et d'un influenceur, je vous ai mis ces définitions-là qui sont pour moi hyper constructives. Donc, pour le marketing d'influence, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie marketing qui permet à une entreprise, mais aussi à des institutions, à des personnes comme vous et moi, de faire la promotion d'un produit ou d'un service en s'appuyant sur la notoriété d'experts et de personnalités reconnues dans le domaine. Donc, il y a soit les influenceurs, soit des leaders d'opinion. Suivant les plateformes, on ne les appelle pas de la même façon. Et ces personnes-là vont tester le produit, le service et vont donner leur avis à leur communauté qui les suivent en diffusant un contenu sponsorisé par la marque. Ensuite, on a l'influenceur, donc sur lequel on s'appuie. Lui, l'influenceur, il s'est fait une réputation grâce à une expertise, grâce à un sujet en particulier sur lequel il avait pris la parole et il y a eu une viralité autour. Il a gagné des abonnés et donc il a toute la légitimité pour parler d'un sujet ou d'un autre. Aujourd'hui, on fait particulièrement attention aux influenceurs qui sont authentiques, qui ont une personnalité qui se différencie des autres et qui ont une expertise. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de comptes qui aujourd'hui sont sur des marchés de niche. C'est-à-dire qu'avant, on avait des influenceurs, notamment sur le voyage, la mode, le food et le lifestyle. Alors qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'influenceurs qui sont situés sur des marchés de niche comme l'automobile, le développement durable, l'entrepreneuriat, l'artisanat, ce genre de choses. Ils ont une réelle expertise et ils sont légitimes et crédibles à parler de ce sujet-là à leur communauté. Et c'est pour ça que des entreprises se servent de ces personnes-là pour faire parler de leur marque. Chez nous, chez Ifluence, on n'aime pas trop le terme influenceur parce qu'aujourd'hui, il est utilisé à tout va et c'est aussi, il y a quelques connotations négatives, hein, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Parfois, on fait des bad buzz, etc. Et les influenceurs sont souvent considérés comme des personnes qui ont fait de la télé-réalité et ce n'est pas forcément le cas chez nous. On travaille avec personne qui fait de la télé-réalité. C'est pour ça qu'on préfère appeler nos influenceurs des créateurs de contenu parce qu'il y a de réels engagements, il y a une réelle authenticité et de la création derrière leur contenu.
Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut tout trouver et ce qui peut vous intéresser, c'est notamment des inspirations de recettes, des conseils santé ou diététiques ou encore des exercices, sportifs et on peut retrouver ça sur toutes les plateformes possibles et inimaginables, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, YouTube. On peut retrouver tous ces conseils-là et toutes ces inspirations via des influenceurs sur toutes ces plateformes. Donc il y a un réel intérêt pour vous de vous y retrouver. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise et que l'on dit aujourd'hui que TikTok et Instagram ont remplacé Google. Alors, je ne sais pas si vous êtes touché particulièrement par ce nouveau phénomène. Moi, je le suis en tout cas. Je le vois dans ma façon de consommer les réseaux sociaux. Je n'utilise plus du tout Google et j'utilise et je privilégie TikTok et Instagram. Par exemple, avant, quand je cherchais quoi faire le week-end, j'allais taper sur Google que faire ce week-end ou que faire à Paris ce week-end, ou alors si je cherche une idée de recette ou un bar ou un restaurant où aller manger, j'aurais tapé sur Google. Aujourd'hui, sur Instagram et TikTok, on a directement des réponses via des influenceurs ou via d'autres consommateurs et utilisateurs qui donnent leur avis sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça beaucoup plus parlant et beaucoup plus authentique. Je fais aussi davantage confiance à ce genre de critiques plutôt que directement sur Google où ce sera certainement de la recherche payante faite par les entreprises directement. Donc on le voit d'ailleurs dans la génération Z, 40% d'entre eux utilisent principalement TikTok et Instagram pour faire du shopping et des recherches. C'est-à-dire que si demain je cherche un restaurant où manger, je ne sais pas, à Malte par exemple, je vais aller sur TikTok ou Instagram et mettre hashtag restaurant Malte ou alors bon plan Malte et je vais retrouver plein d'idées, plein de TikTok, plein de vidéos, plein de photos qui vont me donner envie. Et c'est ce qui fonctionne le plus aujourd'hui parce que les jeunes, en tout cas la génération Z, est beaucoup plus sensible à des formats visuels plutôt qu'un article de blog comme il y a 10 ans qui fonctionnait plutôt pas mal. Aujourd'hui, on est plutôt sur des vidéos, des posts, des photos qui nous donnent envie de nous rendre à tel ou tel endroit. Donc, pour vous situer un petit peu sur le marketing d'influence en France et pour vous montrer que ça occupe vraiment une place très très importante dans le quotidien des Français, il y a 94% des 15 à 17 ans qui suivent des influenceurs, contre 82% chez les 25-34 ans. Donc on voit quand même qu'il y a un énorme intérêt entre les 15 et 35 ans. Il y a aussi un très gros intérêt pour les plus jeunes comme les personnes au-dessus de 35 ans. On verra dans les slides d'après, je vous ai mis un petit récapitulatif des différentes cibles suivant les plateformes à utiliser. En termes de domaine d'activité, il y en a qui prennent quand même le haut du podium. Donc, parmi les influenceurs, ceux qui arrivent en tête, c'est ceux qui font principalement de divertissement et de l'humour, avec 42% d'intérêt, suivi par l'alimentation. Donc là, vous voyez qu'il y a un réel intérêt pour vous de pouvoir être présent sur les réseaux sociaux et de potentiellement répondre à une communauté qui est déjà très engagée à ce niveau-là. Ensuite, c'est suivi par les jeux vidéo, le gaming, le sport, la beauté et la mode. Aujourd'hui, 93% des responsables marketing utilisent aussi le marketing d'influence et souhaitent l'intégrer dans leur stratégie globale d'entreprise. Alors, en 2022, c'était notamment sur Instagram. En 2023, on est plus sur TikTok en tête, suivi de Twitch et des podcasts, parce que ça fonctionne vraiment très bien actuellement. TikTok, c'est vraiment en vogue depuis quelques années, et les podcasts prennent une place très très importante, surtout pour les 25-35 ans qui passent leur temps aujourd'hui à écouter des audios, des podcasts. Et on peut aussi intégrer du marketing d'influence dans cette stratégie-là. Par exemple, on peut avoir des influenceurs qui possèdent leur propre podcast et donc on invite une marque directement dans le podcast de l'influenceur. Ou à l'inverse, on a des entreprises qui ont leur propre podcast ou qui veulent lancer un podcast et donc on va inviter un influenceur qui a une légitimité et une expertise sur un sujet en particulier et qui va pouvoir parler de ce sujet-là en question. On peut inviter des nutritionnistes, des diététiciens autour d'une table ronde en podcast avec une entreprise en particulier. En autre chiffre, et on en a parlé tout à l'heure, c'était d'ailleurs dans le quiz que je vous ai proposé, 92% des consommateurs affirment faire confiance aux recommandations venant d'influenceurs. Donc ça montre bien tout l'engagement que peut générer le marketing d'influence. Et d'ailleurs, 67% donnent une bonne image de la marque quand ça passe vers des influenceurs. Et enfin,
82% des consommateurs suivent les conseils d'au moins un micro-influenceur. Je vous en ai parlé tout à l'heure et je vous ai dit que c'était vraiment important de voir que les communautés, c'est pas parce qu'on a énormément une grosse communauté et de followers, pardon, qu'on est vraiment intéressant. C'est plus la communauté est engagée et interagit avec le contenu que c'est intéressant pour vous. D'ailleurs, on va voir tout de suite la dénomination et les différentes catégories d'influenceurs. Donc, par exemple, si on commence par le bas de l'échelle, on va avoir les nano-influenceurs. Donc, les nano-influenceurs sont ceux qui ont le moins de followers. On peut avoir entre 5 000, 10 000 followers. Voilà, on a une petite communauté assez locale, généralement. Donc, ces nano-influenceurs-là ne sont pas forcément forts en visibilité, forcément, ils ne sont pas suivis par énormément de personnes. Par contre, en tant qu'engagement et conversion, ils sont les rois. C'est-à-dire qu'en termes d'engagement et de conversion, ils vont avoir une puissance sur leur communauté et parce qu'ils sont proches d'eux, parce qu'ils interagissent souvent avec eux. Et donc, la communauté est beaucoup plus réceptive et a extrêmement confiance en l'influenceur qui propose ce genre de contenu et donc va potentiellement être une cible beaucoup plus prescriptrice dans l'achat du produit ou du service. Idem pour les micro-influenceurs, juste au-dessus. Ils sont un peu plus visibles, ils se situent entre du 10 000 à 40 000 followers environ. Donc ils sont un peu plus visibles, mais ils bénéficient toujours de beaucoup d'engagement, c'est-à-dire beaucoup d'interactions en termes de likes, commentaires, partages, réponses en story, messages privés, ce genre de choses. En conversion, par contre, on voit qu'ils sont déjà un petit peu moins bons parce qu'ils ont une communauté assez large et donc, même s'il y a la confiance qui est présente, il y a quand même des personnes qui ne vont pas avoir l'acte d'achat directement. Ensuite, on a les macro-influenceurs. Donc, eux, ils ont déjà une très belle communauté, au-delà de 100 000 followers. Donc, on a déjà des personnes qui sont extrêmement suivies, donc qui sont vraiment au top pour la visibilité d'une marque. Par contre, en tant qu'engagement et de conversion à ces niveaux-là, donc c'est pas les meilleurs pour répondre à ces objectifs-là. Si votre objectif, c'est de créer de l'engagement et de la conversion, on va privilégier, comme je vous l'ai dit, les micro et nano-influenceurs. Si on veut être vu et gagner en notoriété, on va prendre davantage les macro-influenceurs ou les célébrités. Donc là, les célébrités, forcément, elles ont fait quelque chose ou elles sont reconnues dans un domaine, soit dans la mode, soit dans le domaine sportif, soit ça a été des Miss France, ou elles sont passées à la télé. Et donc, en termes de visibilité, là oui, on est extrêmement visible. Ça peut aussi être des candidats de télé-réalité. On a plus d'1 million de followers. Il y a énormément de personnes qui nous suivent. Par contre, en tant qu'engagement et conversion, on est à 0. C'est-à-dire que oui, on peut avoir 1 million de followers, mais il n'y a jamais 1 million de followers qui vont commenter, liker ou qui vont générer un achat par la suite. Donc, c'est vrai que suivant les stratégies et suivant vos objectifs, il y a différents types d'influenceurs auxquels on peut avoir recours. Alors, je vous ai déjà émis toutes les possibilités en termes de réseau, il y en a énormément. En 2021, il y en avait qui fonctionnaient vraiment extrêmement bien comme Instagram. Aujourd'hui, on est plus sur du TikTok parce que c'est vrai que le temps moyen d'attention est de 8 secondes, même si on passe 1h46 par jour sur les réseaux sociaux. Donc, il faut avoir du contenu très pertinent et notamment les vidéos fonctionnent bien aujourd'hui. Elles sont favorisées par les algorithmes proposés sur les différentes plateformes parce que c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui pour retenir l'attention des personnes et de votre cible. Par contre, le contenu proposé sur les différentes plateformes doit être unique à chaque fois. C'est-à-dire que si on décide de lancer une campagne de publicité sur Instagram comme sur Facebook, l'idéal, c'est de ne pas proposer la même chose. De un, parce que ce n'est pas la même cible, et de deux, ce n'est pas non plus la même manière de s'adresser aux différentes cibles sur les différentes plateformes. Il vaut mieux avoir du contenu unique et différenciant sur chaque plateforme pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Alors, si je me focus sur les nutritionnistes, les diététiciens, ce qui va vous apporter vraiment de la plus-value dans votre business, on peut avoir recours à différentes plateformes. Donc, je vous les ai mis à l'écran. Il y a Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et LinkedIn. Donc, pourquoi chaque plateforme serait intéressante? Facebook peut être intéressant et vous avez déjà peut-être votre page Facebook ou votre groupe Facebook avec une communauté. C'est intéressant pour créer de nouveaux patients et fidéliser ceux qui sont déjà là pour vous. Parce que vous pouvez leur donner des informations, leur partager des photos et vidéos directement sur votre page et donc avoir des interactions en live. Instagram, c'est intéressant dans le sens où on est beaucoup plus créatif déjà que sur Facebook.
On a recours à des stories, à des photos, à des reels, donc des vidéos. Je vais vous expliquer tout ça après. Mais pour toucher un maximum de personnes et être créatif en même temps, c'est l'idéal. Pour TikTok, ça permet de libérer sa parole d'expert. Parce que sur TikTok, on est assez libre, c'est du contenu assez spontané. Et donc, ça permet de transmettre le bon message au bon moment à la bonne communauté. YouTube, ça permet surtout d'approfondir les sujets parce que ça nous permet de faire des vidéos beaucoup plus longues que sur les autres réseaux sociaux. Sur YouTube, ça peut durer des heures et donc on peut comprendre davantage l'intérêt des potentiels futurs clients ou patients. Et sur LinkedIn, je pense que vous y êtes déjà parce que c'est un réseau professionnel et c'est super important d'y être aujourd'hui, mais ça vous permet de benchmarker la concurrence, de faire connaître votre expertise, mais aussi de vous créer un réseau professionnel et de voir ce que peuvent faire vos autres collègues. Comment choisir du coup la bonne plateforme en fonction de vos besoins, de vos objectifs? On choisit notamment en fonction de la cible à atteindre. Donc, je vous ai mis ce petit récapitulatif dans ce tableau qui vous permet de voir le nombre d'utilisateurs. Bon, globalement, selon les différentes plateformes, il n'y a que TikTok et LinkedIn qui ont moins d'utilisateurs par mois. Mais globalement, on a quand même énormément de personnes qui sont connectées aujourd'hui. Mais le plus important, c'est l'âge et la répartition et le type de publication. En termes de répartition, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou LinkedIn, on est sensiblement sur du 50-50, même si Instagram est juste un peu plus féminin. Et pour toutes les autres plateformes, on est plus sur du masculin. Mais bon, on est entre du 56-44, 52-48. Voilà, c'est assez relativement pareil en termes de répartition. En termes de publication, tous proposent des photos, des vidéos, des carousels, des articles, on peut ajouter des légendes, etc. Il n'y a que LinkedIn qui se différencie un petit peu parce qu'on reste sur du vocabulaire un peu plus professionnel, alors que les autres, on s'adresse à un public de consommateurs, hein, donc on peut se libérer notre parole et être beaucoup plus créatif sur les autres plateformes. Donc si je reviens sur l'âge, en fonction de qui vous voulez atteindre, on a Facebook qui aujourd'hui a une communauté de plus de 35 ans. C'est vrai qu'on a perdu un petit peu le but premier de Facebook qui était de partager des statuts pour raconter sa vie. Aujourd'hui, Facebook est surtout utilisé par les plus de 35 ans pour avoir recours à des groupes, échanger avec des communautés et surtout sur des échanges de bons plans sur des ventes d'articles, de déco, etc., d'informations, du partage d'informations. On est sur ce type de choses sur Facebook. Sur Instagram, on est sur les 18-45 ans. Il y a effectivement des plus jeunes, mais dans ce cas-là, c'est les parents qui gèrent les comptes des mineurs. Et on a effectivement une cible aussi plus âgée, entre 50 et 65 ans, mais ce n'est pas eux qui sont majoritaires sur l'application. Sur TikTok, on est sur du 15-35, mais ça tend à évoluer depuis le confinement. Depuis le confinement, il y a eu énormément de parents qui se sont mis à TikTok, soit en tant qu'utilisateurs juste pour regarder les vidéos, soit aussi en prescripteur, où ils réalisent des vidéos avec leurs enfants, de chorégraphie, de petites danses, etc. Donc on tend aussi à évoluer sur du 15-45 ans. YouTube, on est sur du 25-49 ans. C'est vrai que les plus jeunes ne sont pas forcément sur YouTube parce que pour tout ce qui est streaming, ils sont déjà sur Disney+, sur Netflix. Mais par contre, ceux qui avaient eu l'habitude auparavant d'être déjà sur YouTube continuent à regarder des vidéos, soit d'influenceurs, soit de marques, soit de télé en direct sur les nouvelles plateformes de streaming lancées par YouTube. LinkedIn, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. On est sur une cible d'actifs, donc entre 25 et 49 ans environ. Bien sûr, on est sur des âges principaux, hein. C'est là où la majorité des personnes sont, mais en effet, il y a toujours des plus âgés et des plus jeunes sur les différentes plateformes. Ensuite, je voulais vraiment qu'on fasse un focus sur les différentes plateformes et vous expliquer les différentes fonctionnalités sur chaque réseau social proposé. Parce qu'en effet, oui, on peut tout utiliser, mais comment bien utiliser les différentes fonctionnalités, ça c'est une autre question. Et comment ça peut vous parler en fonction de vos différentes activités. Donc Facebook, je pense que vous connaissez relativement tous. On est sur un réseau social en ligne qui permet de publier des images, de partager des statuts, de partager des informations, d'échanger des messages, de rejoindre ou créer des groupes. Mais pour vous, ça peut être intéressant pour accroître votre notoriété. Ça oui, parce qu'on parle de vous parlez de vous, vous gagnez en visibilité et en notoriété.
Ça vous permet de fédérer une communauté, donc pour les personnes qui s'en sortent bien, qui lancent une page qui est hyper intéressante. Il y a des personnes qui vont s'abonner au fur et à mesure, qui vont poser des questions, qui vont interagir, et à force, on crée un groupe soudé qui devient une vraie communauté et qui attendent à chaque fois les prochains rendez-vous, les prochains posts de la personne qui s'occupe de la page Facebook. Ça permet de connaître vos clients, mais aussi de générer de nouveaux clients grâce à ces fonctionnalités-là. Juste pour information, plus de 98% des entreprises utilisent Facebook aujourd'hui, donc c'est vraiment un canal non négligeable pour vous. Je vous ai mis un petit exemple, donc je vais directement repasser sur le partage d'écran. Hop. Normalement, c'est OK pour vous. Vous voyez mon écran. Je vous ai mis l'exemple de Myriam Moussier, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, qui est diététicienne et nutritionniste. Elle a plus de 83 000 j'aime et plus de 104 000 followers. Donc là, on est déjà sur une assez grosse personne qui est légitime sur les réseaux sociaux, hein, qui a une grosse communauté. Et donc, elle nous donne des conseils. Voilà, comme vous pouvez le voir sur les différents posts, il y a 2 jours, elle nous a donné des conseils sur quelle version d'œuf cocotte allez-vous choisir. Voilà, on a à chaque fois des chouettes infographies qu'elle utilise pour donner des conseils sur tout ce qui est recettes, conseils en nutrition. Voilà, pour vous donner quelques exemples de quel type de page Facebook on peut s'attendre. Je reviens à vous. Hop. Ensuite, on va passer sur le réseau social Instagram, qui est hyper important pour vous, qui pour moi, c'est celui à privilégier aujourd'hui. Donc Instagram, il y a énormément de fonctionnalités qui sont super importantes sur Instagram. En premier, on a les posts. Donc les posts, c'est un contenu permanent qui ne sera jamais enlevé du profil de la personne, de l'utilisateur ou de l'influenceur, hein, peu importe, sauf s'il décide de le supprimer ou de l'archiver. C'est-à-dire qu'on est sur du contenu permanent qui reste toujours sur la page Instagram, qui nous permet de partager des photos, des vidéos ou un carrousel de photos vidéos. On peut y ajouter des hashtags, on peut ajouter le tag de la marque. Donc, par exemple, on peut identifier une entreprise, une marque avec qui on travaille. Et on peut aussi ajouter le lieu où on se trouve. Donc, ça peut être un restaurant, ça peut être une ville, ça peut être un musée. Enfin, voilà, ça nous permet vraiment de montrer à la communauté qui nous suit où on se trouve. Ensuite, il y a les stories. Les stories, on est sur du contenu éphémère. Les stories ne durent que 24 heures et elles sont automatiquement supprimées quand ça fait 24 heures. Les stories sont hyper intéressantes dans le sens où elles nous permettent d'interagir directement avec notre communauté. C'est-à-dire qu'on peut leur proposer des Q&A, donc des questions, on peut leur proposer des sondages, on peut leur proposer un curseur pour savoir s'ils aiment plus ou moins ce qu'on propose. Et donc, ça nous permet d'avoir des résultats en direct de si ça marche ou si ça ne fonctionne pas. L'autre avantage des stories, c'est de pouvoir ajouter un lien cliquable. On le voit ici sur la photo 3. On voit qu'il y a un lien. Donc, ce lien-là peut directement rediriger vers votre page Facebook, vers une landing page, vers un formulaire d'inscription, vers un site internet. On peut tout choisir et ça redirige directement vers ce que vous avez choisi de partager à votre communauté. Et ça, c'est super intéressant parce qu'ensuite, dans les statistiques, vous voyez le nombre de personnes qui ont cliqué sur ce lien et donc potentiellement le nombre de personnes qui a vraiment été intéressées par le contenu que vous avez proposé en story. Ensuite, on a aussi les Reels. Donc ça, c'est ce qui fonctionne le mieux depuis cette année. Donc, on l'a dit tout à l'heure, en effet, les courtes vidéos fonctionnent super bien, étant donné notre faible capacité de concentration. Et donc, les vidéos Reels, c'est une compilation de plusieurs vidéos qui à la fin donne une vidéo super sympa, je vais vous en montrer des exemples après, qui vont de 15 secondes jusqu'à 90 secondes et qui permettent une très large créativité. Ça, c'est aussi un contenu permanent qu'on garde sur la page quand on arrive directement sur Instagram. Ça permet de booster les performances sur Instagram, notamment parce que c'est un levier d'attractivité et d'engagement. C'est souvent utilisé dans le tourisme, dans la mode, mais aussi dans tout ce qui est compte food et alimentation, parce qu'on peut montrer des idées de recettes, on peut voir les différentes étapes. En un claquement de doigts, on peut faire des transitions sympas, et donc ça permet une très grosse créativité d'utiliser les reels. Et enfin, on a les lives et les guides. Les guides, c'est pas forcément intéressant pour vous, mais je voulais quand même vous en parler très rapidement. C'est surtout utilisé dans le tourisme où on donne des bonnes adresses.
de choses à visiter, etc. Et les lives, là par contre, ça peut être intéressant. Donc on peut avoir des vidéos en direct. Soit c'est des live shopping, soit c'est des lives sur un sujet où on invite des personnes qui sont expertes. Et donc, on a les réactions en temps réel. C'est-à-dire que là, comme je vous parle, si je faisais un live sur Instagram, j'aurais sur la droite directement les commentaires qui sont donnés, les likes, etc. Et donc, on peut inviter des personnes à rejoindre le live. Donc ça, c'est vraiment hyper constructif pour toutes les personnes qui ont de réels sujets sur lesquels s'exprimer. Je vous ai mis à nouveau pas mal d'exemples de différents comptes d'influenceurs qui sont diététiciennes, parce qu'on là, on n'a que des filles ou nutritionnistes qui sont assez inspirantes. Je vous repartage de nouveau mon écran pour vous montrer ces différents comptes et vous montrer les différentes fonctionnalités dont je viens de vous parler juste à l'instant. Alors, en premier, on a Isaline. Donc Isaline qui a plus de 149 000 followers, donc qui est assez suivie, qui a une grosse communauté, qui est diététicienne nutritionniste. On voit donc ici dans sa bio de présentation, elle explique qu'elle est food lover, elle aime la nutrition, les good vibes et elle aime voyager. Et donc qu'elle nous explique en tout cas et elle nous aide dans notre rééquilibrage alimentaire en 8 semaines. Elle met des stories, hop, on voit des stories qu'elle met. Donc là, c'est du contenu éphémère qu'elle a mis il y a 12 heures. On a des stories qu'elle a décidé de laisser à la une, des idées de recettes, les courses, son programme, des avis, etc., etc. Et enfin, on a le contenu permanent, ici. Donc on voit qu'elle fait beaucoup de reels, on le voit ici parce qu'on voit que c'est des vidéos. Hop, on voit les pictogrammes à chaque fois. Elle ne fait pas beaucoup de posts, et elle a raison, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, les reels peuvent se retrouver soit sur la page principale, comme on le voit ici, soit il y a une catégorie aussi qui les recense tous. Et là, on voit à chaque fois le nombre de vues. Donc, on voit que, par exemple, sur ce reel-là, elle a fait 2 400 000 vues. C'est énorme. 113 000 vues, 164 000 vues. Donc, à chaque fois, elle a limite plus de vues que de followers qui la suivent. Je vais vous en montrer un, par exemple, où on la voit en supermarché montrer les différentes soupes qu'elle conseille. Voilà. On voit que c'est très apprécié parce qu'il y a plus de 2846 j'aime et il y a énormément de commentaires. Donc, les communautés posent des questions ou alors elle la remercie pour ses idées. On a aussi des exemples de recettes. Vous voyez, c'est une compilation de petites vidéos et à la fin, ça fait une vidéo vraiment sympa avec les différentes étapes à suivre pour la recette du coup. Je pense que vous avez globalement compris à quoi ressemblaient les reels. Je vous montre un autre compte. Donc là, on a Zoé la diète sur Instagram, qui a 86 000 followers, donc quasiment 2 fois moins que Isaline juste avant. Pareil, diététicienne nutritionniste, et donc qui donne des conseils principalement sur les recettes. Là, on voit, avant, on était plus sur du lifestyle, mais là, on est vraiment focus sur que des recettes. Hop. Un petit peu la même façon de présenter que Isaline. Elle va nous montrer les différentes étapes de sa recette. Donc des conseils food et alimentaires. Enfin, sur Instagram, on a aussi Caroline Gaillet. Donc là, c'est une diététicienne, mais aussi phytothérapeute, qui a 19 000 followers. Donc là, on est plus sur du micro-influenceur. On a des personnes qui la suivent, mais on est sur des communautés un peu plus petites. Et donc là, par exemple, hop, je vais vous montrer un exemple de live. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà, une nutritionniste invite un docteur. Hop, et quand on le voit arriver, l'écran va être séparé en deux et on va avoir un débat entre les deux personnes. On va avoir un débat entre les deux personnes, entre la nutritionniste et l'expert, et donc on va pouvoir poser nos différentes questions. Si le live se retrouve dans cette configuration-là, c'est parce qu'elle a décidé de le republier ensuite en post permanent. Sinon, normalement, c'est automatiquement supprimé à la fin du live. Et ensuite, elle propose aussi des posts sur les différentes conférences qu'elle donne, etc. Au moins, on a toujours toutes les informations. Et puis, elle prouve aussi toute sa légitimité et sa crédibilité à parler des différents sujets sur son compte Instagram. Je reviens encore à vous. Et maintenant, on va parler de TikTok.
Alors, sur TikTok, on est un petit peu sur la même chose que pour les Reels, sauf que les Reels sur Instagram sont vraiment très travaillés. On a vraiment toute une stratégie de storytelling derrière. Il faut que ce soit super beau, il faut que ce soit bien mis en place. Sur TikTok, on est sur de base des vidéos beaucoup plus spontanées qui permettent de créer, de partager et de regarder des vidéos de courte durée entre 15 secondes et 3 minutes. Et donc, c'est initialement utilisé pour tout ce qui est playback de chansons, chorégraphie, challenge ou sketch humoristique. Même si aujourd'hui, on tend à utiliser aussi TikTok pour parler de débats sur l'entrepreneuriat, etc. Et je vais d'ailleurs vous montrer des comptes qui sont vraiment sympas sur TikTok et qui permettent de libérer la parole des nutritionnistes. Hop, je repartage mon écran et je vous montre le TikTok Nutri par exemple. Donc c'est Charles qui utilise à la fois l'humour mais aussi son expertise en tant que diététicien pour libérer la bonne parole sur ce réseau social là et qui ne souhaite pas que des influenceurs qui sont juste experts en food mais qui n'ont pas de diplôme en tant que diététicien ou nutritionniste derrière puissent eux prêcher la bonne parole alors que pour lui ce n'est pas la bonne du tout. Je vous montre pardon, je vous montre un exemple de vidéo. Ah, voilà, vous voyez, on est sur des vidéos qui là sont très travaillées hein, quand même, mais qui restent beaucoup plus spontanées, beaucoup plus drôles. On essaie de démocratiser un peu plus le sujet et de conscientiser les utilisateurs qui sont aussi un peu plus jeunes sur TikTok à des futurs problèmes qu'on pourrait tous avoir. Vous voyez, il y a énormément de vidéos. Je vous invite à aller suivre hein, tous les comptes que je vous donne. Ça peut peut-être vous donner des idées de contenu à créer ou juste peut-être de vous donner des idées de vidéos. Ensuite, on a la TikTok Diet qui a 96 000 followers, donc qui est quand même extrêmement suivie sur TikTok. Il y a énormément de viralité sur ses vidéos. On voit qu'elle atteint quasi le million de j'aime sur toutes ses vidéos confondues. Et donc là, elle va nous donner soit des conseils sur des recettes, soit des conseils de course, par exemple, si on suit pendant une semaine. Voilà, je pense que vous avez compris un petit peu le type de vidéo. Et enfin, Caro Nutrition, qui a 66 000 followers, qui elle est vraiment focus sur tout ce qui est recettes sur son compte Instagram. Ensuite, si on passe aux autres réseaux sociaux, donc là pour moi c'était les plus intéressants pour vous, mais il y a quand même d'autres réseaux sociaux que vous pouvez utiliser, notamment YouTube. Donc YouTube qui permet de réaliser des vidéos beaucoup plus longues, qui peuvent atteindre des heures hein, parfois. Ça nous permet de télécharger du contenu aussi et d'interagir, comme sur les autres plateformes, en live avec l'influenceur. Je vous ai pareil ajouté différents types de contenus qui sont super pertinents sur YouTube. Je vais vous les présenter de suite. Je repartage à nouveau mon écran. Hop, ça je ferme. Et donc, pour YouTube, par exemple, on a le docteur Jean-Michel Cohen, que vous connaissez peut-être, qui a 601 000 abonnés sur sa page, et donc qui réalise toujours des vidéos entre 7 à 15 minutes, donc des vidéos assez courtes, mais qui peuvent être super pertinentes pour la communauté YouTube. On a par exemple des vidéos comme celle-ci, 6 trucs malins pour manger pas cher. Voilà, on voit dans son lexique et dans son vocabulaire qu'il joue quand même un petit peu sur l'humour, mais on a de réels conseils d'un nutritionniste, d'un docteur. Ensuite, on a Isadora et Marissa qui, elles, utilisent leur compte YouTube pour partager avec leurs abonnés. Donc, elles ont un job en parallèle. C'est juste pour leur plaisir qu'elles partagent leurs bonnes astuces. Et donc, on voit différentes vidéos sur des rééquilibrages alimentaires, des recettes express, etc.
Et un dernier compte qui peut être aussi intéressant, Alice Esmeralda, qui a 316 000 followers. Elle se focus un peu plus sur le vegan, mais elle nous donne des idées de recettes. Et elle nous fait des vidéos très sympas sur la bonne parole et les bons gestes et les bonnes attitudes à adopter pour tout ce qui est nutrition. Enfin, on a évidemment aussi, on peut avoir recours à LinkedIn. Je vous montre tout de suite le profil avant de vous partager la slide sur LinkedIn. Mais par exemple, on a Benoît Diagne, qui est diététicien nutritionniste sur l'île et la périphérie, qui a plus de 1207 abonnés et plus de 500 relations. Donc, c'est un vrai leader d'opinion. Et on voit du coup les différents posts qu'il peut partager. Donc, il prêche la bonne parole auprès de sa communauté qui le suivent. Hein. On a différents posts de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il partage, des participations à des salons. Voilà. Donc ça permet vraiment de voir aussi ce que les autres collègues peuvent faire, mais aussi de partager, par exemple, des idées de conférences auxquelles il prend part, ou alors directement des conseils en nutrition. Je reviens du coup à vous et ensuite il n'y aura plus de partage d'écran, donc je pourrai rester sur la slide. Hop. Et donc on voit la slide LinkedIn apparaître, donc c'est ce que je vous ai dit, ça peut vous permettre de gagner en visibilité, de promouvoir votre marque, de contacter de nouvelles personnes, mais surtout de vous créer un réseau qui est non négligeable aujourd'hui. C'est vraiment une plateforme qui fonctionne très bien pour les leaders d'opinion. Quand on a une réelle expertise et une réputation à se faire sur les réseaux sociaux, on privilégie tout d'abord ce réseau qui est professionnel et qui peut permettre de réaliser des relations professionnelles et commerciales dans un but de partage d'expertise et pour éclairer les autres et leur donner les bons gestes à adopter. Alors, c'est super intéressant tout ce que je vous raconte. Oui, il y a plein de fonctionnalités. Oui, on peut faire plein de choses sur les réseaux sociaux. Mais suivant le public que vous allez avoir en face de vous et votre communauté, il y a des métriques qui sont plus ou moins intéressants. Au-delà du nombre de likes et de commentaires que vous allez avoir, qui est intéressant, hein, il y a également d'autres métriques à prendre en compte. Alors oui, les likes, je pense que vous savez ce que c'est, tout ce qui est j'aime, commentaires, donc les personnes qui interagissent à votre publication sont intéressants, mais il y a aussi les enregistrements aujourd'hui, parce que les personnes qui enregistrent une publication, ça veut vouloir dire qu'ils vont vouloir la retrouver facilement après, qu'ils vont venir la revoir une seconde fois, peut-être pour cette fois-ci l'utiliser. Par exemple, moi, sur Instagram, je me suis fait directement des rubriques d'enregistrement par thème. Donc, si je fais une rubrique food, je vais peut-être enregistrer au fur et à mesure plein de recettes. Et quand je vais y retourner les fois d'après, je vais me dire, ah bah oui, celle-là, je l'avais enregistrée, j'ai envie de la faire. Et hop, je vais pouvoir la réaliser et on va se resservir de vos contenus. On en a déjà parlé beaucoup de fois tout à l'heure, le taux d'engagement qui est super important, donc le nombre de personnes qui interagissent avec votre publication par rapport à votre nombre de followers. Si on a 50 000 followers et qu'on a 10 likes et un commentaire, c'est pas intéressant. Ça veut dire que notre contenu n'est pas pertinent et que notre communauté n'est pas réactive avec ce qu'on propose. Le reach, donc ça c'est super intéressant comme statistique à avoir, c'est le nombre de personnes uniques qui voient votre publication. Donc c'est la couverture que votre publication a eue sur le nombre de personnes qui peuvent la voir. Hein. Ça se différencie des impressions parce que le reach, c'est le nombre de personnes uniques donc qui ont vu le contenu une fois, alors que les impressions, c'est le nombre de personnes qui ont revu la publication. Donc, une personne unique a pu voir 10 fois le contenu et donc c'est compté comme impression. Le view rate, c'est surtout pour les stories, donc c'est le taux de visionnage à 100% des stories, c'est super important parce qu'il nous permet de savoir si ce qu'on a raconté en story, c'était intéressant, si les personnes n'ont pas touché rapidement les stories pour passer aux suivantes sans écouter vraiment le contenu. Et donc, le view rate, c'est comme un taux de complétion de vidéo à 100%. C'est vraiment le nombre de personnes qui regardent à 100% les stories sans les passer rapidement et qui sont imprégnées du sujet, qui sont intéressées par ce qu'on raconte. Sur d'autres réseaux comme YouTube et TikTok, on a les lectures. Donc, c'est le nombre de fois où la vidéo a été vue et on a aussi des indications sur le temps passé. On sait exactement quand les personnes sont parties, à quel moment de la vidéo. Donc, ça peut nous permettre aussi de revoir notre stratégie de contenu et donc de savoir quand est-ce qu'on les a perdus et de savoir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins. On a des métriques sur le public atteint, le temps de visionnage moyen des vidéos et le taux de clic. Ça, c'est surtout important quand on partage, comme en story tout à l'heure, je vous en parlais, des liens cliquables sur le site internet ou sur la page Facebook. Alors, dans ce cas-là, on voit le nombre de personnes qui ont cliqué et le nombre de personnes, du coup, qui sont intéressées d'aller chercher des informations
au plus loin. Alors tout ça, c'est hyper intéressant, mais je pense que là, on arrive enfin dans le dur du sujet. Je vous ai expliqué toutes les différentes fonctionnalités qu'on pouvait avoir, les différents sujets qu'on pouvait avoir sur les différentes plateformes, quelle plateforme utiliser, mais le tout, c'est aussi au-delà de connaître sa cible et de connaître sa communauté, savoir comment créer du contenu engageant et pertinent. En premier lieu, il faut évidemment faire du contenu diversifié. Tout à l'heure, il faut changer à chaque fois, selon les plateformes que vous utilisez, votre contenu. Il faut utiliser des contenus qui plaisent et en l'occurrence, en ce moment, c'est les vidéos. Il faut aussi privilégier la qualité plutôt que la quantité. Alors oui, pour avoir une communauté assez grande sur les réseaux sociaux et rester dans le top 1 de l'algorithme, c'est-à-dire d'être vu et d'être visible par les différents utilisateurs, il faut beaucoup poster. Mais si c'est poster pour poster n'importe quoi, entre guillemets, et donc ne pas avoir de réelles choses à dire à votre communauté, c'est pas pertinent. Trop d'informations, une information, il faut rester simple et authentique. Et donc, il vaut mieux des fois avoir une petite audience qui est intéressée et qui va partager le contenu plutôt que d'avoir une grande communauté qui va ne même pas lire vos posts. Il faut rester authentique, ça oui, ça c'est normal. Sur 2022, on était surtout sur des enjeux de visibilité, conversion, engagement. Sur 2023, il faut parler de vous en tant que éco-responsabilité, tout ce que vous faites dans vos valeurs, tout ce qui est bon pour la marque employeur. Donc, il faut humaniser le contenu et donc rester sur un ton assez sérieux, mais on peut divaguer un peu sur l'humoristique parfois pour rester authentique et connaître vos abonnés. Une publication régulière, c'est un peu contradictoire avec le qualité plutôt que quantité, mais c'est plutôt dans le sens où il faut essayer de créer des rendez-vous quotidiens ou hebdomadaires avec votre communauté. C'est-à-dire que si tous les mardis, vous décidez de partager une nouvelle recette, au moins, toutes les personnes qui sont intéressées que par ça vont se connecter tous les mardis pour avoir recours à votre nouvelle recette. Tous les mercredis, ça peut être des astuces pour le rééquilibrage alimentaire, et le jeudi, ça peut être des astuces pour mieux manger ou mieux consommer, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il faut essayer de créer des rendez-vous. Comme ça, on est sûr de retrouver à chaque fois les mêmes personnes qui sont intéressées. Et enfin, de créer du contenu participatif. Ça, je pense que je vous apprends rien, mais le but, c'est de créer une proximité avec votre audience pour la connaître mieux, mais aussi pour répondre à ses questions et de toujours répondre aux commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc, en cette étape, comment être efficace? Ça résume un petit peu la slide d'avant. Mais il faut définir vos objectifs, exactement savoir ce que vous voulez faire sur les réseaux sociaux et comment on peut atteindre ça, en choisissant les réseaux adéquats en fonction de l'âge et de la cible que vous souhaitez atteindre. Définir votre ligne éditoriale. Donc, oui, on peut créer des réseaux sociaux sans stratégie, mais non, dans ce cas-là, ça ne va pas fonctionner. Pour que les réseaux sociaux fonctionnent, il faut avoir une ligne éditoriale bien définie, c'est-à-dire qu'il faut choisir le ton qu'on va employer, est-ce qu'on va tutoyer, est-ce qu'on va vous voyer, quel angle adopter, quelle charte choisir au niveau de la couleur, etc., pour toujours communiquer de la même façon et avoir un fil directeur sur toutes vos communications. Il faut également établir un calendrier de publication. Quel rendez-vous souhaitez-vous créer? Est-ce qu'on fait des rendez-vous tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? L'idéal, c'est de les programmer et de teaser un petit peu à chaque fois les choses pour que le jour J, le jour du lancement de votre communication en question, il y ait le maximum de personnes connectées à ce moment-là. Il faut rédiger et produire du contenu pertinent. Ça, on en a assez parlé. Gérer sa réputation, ça passe par recevoir des avis, ça oui, et des recommandations, mais surtout répondre à tous les commentaires, même s'ils sont négatifs. Ça prouve que vous acceptez la critique et vous savez quand même répondre à tous vos utilisateurs et à tous vos potentiels audiences et communautés. Et évaluer les retombées, ça on vient de les voir, c'est via tous les métriques que je vous ai donnés juste avant et via toutes les statistiques qui sont accessibles. Par exemple, pour mieux connaître votre communauté sur Instagram, il y a un bouton qui vous permet de connaître exactement votre communauté, de savoir à quelle heure elle est davantage connectée, quel jour ils sont davantage connectés. Peut-être que ce sera le lundi, jeudi, dimanche. Dans ce cas-là, il faut privilégier ces jours-là pour mettre vos communications à ce moment-là. Ensuite, quelques conseils pour la mise en page du contenu. L'idéal, c'est de rester créatif, mais surtout d'avoir des images vraiment de belle qualité, comme on l'a vu tout à l'heure sur Facebook avec Myriam. Elle avait de chouettes infographies qui étaient super clean, super claires, très colorées, avec des pictogrammes, etc. Ça, c'était super intéressant. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une très belle qualité, que ce soit en images comme dans les légendes. Par exemple, il vaut mieux privilégier des photos avec des couleurs qui n'affectent pas les couleurs de l'image, donc ne pas ajouter des filtres, ne pas déformer les images, etc., pour que ça fonctionne mieux.
Et aussi, il vaut mieux privilégier ce genre de photos où on identifie et on tag juste quelques marques plutôt que quand on en cite énormément et du coup, on ne sait plus sur quel tableau on souhaitait vraiment axer la communication. Quelques conseils pour la mise en page du contenu. J'ai pris l'exemple d'Instagram, mais ça vaut pour tous les réseaux sociaux. Il faut évidemment être cohérent en mettant une image. Il ne faut pas qu'on n'arrive pas à vous humaniser. Bon, là, j'ai pris le compte Influence parce qu'on est une agence, mais si on était une personne, évidemment, c'est important d'avoir une photo de profil pour savoir vous reconnaître et donc humaniser un petit peu le contenu. Donc, avoir un avatar, avoir un nom, avoir une bio. Donc, la bio permet de vous décrire, de savoir un petit peu ce que vous faites. Ne pas hésiter à utiliser des emojis parce que c'est un petit peu plus vivant, ça rend le contenu un peu plus dynamique. De toujours ajouter l'adresse de là où vous vous trouvez, mais aussi du lien de votre site si vous en avez un. Et d'ajouter, ça c'est le bouton le plus important, le bouton contact qui va vous permettre de directement laisser vos coordonnées, que ce soit numéro de téléphone ou email. Donc ça vous permet d'être contacté directement et de répondre potentiellement à des demandes de potentiels patients. Quel est le meilleur moment pour publier? Ça, tout va dépendre de votre communauté. Il n'y a pas vraiment de règle qui est bonne pour tout le monde. En plus, ça dépend vraiment de tous les réseaux sociaux et de toutes les plateformes. Mais on a quand même des infos qui nous permettent de savoir à chaque fois quel est l'impact que l'on va avoir quand on va le publier. Donc, par exemple, pour Facebook, on est plus sur lundi, mercredi, jeudi, vendredi, alors que sur LinkedIn, forcément, on est du lundi au jeudi, parce qu'après, les personnes qui sont actives pensent plus au week-end, le vendredi, samedi, dimanche, et donc sont moins connectées. Ça, je vous l'enverrai dans tous les cas, vous pourrez analyser tout ça. Je vous ai laissé, juste pour finir ce webinaire, quelques exemples de campagnes que l'on a pu réaliser avec des influenceurs pour des marques. Donc là, pas pour des nutritionnistes ou des diététiciens, mais juste pour des marques, une marque d'eau minérale, une marque de lait Fast and Good par exemple, où on a utilisé les influenceurs à bon escient pour parler de l'image de marque à la place de la marque en elle-même. Par exemple, pour cette marque d'eau minérale, le but, c'était de faire découvrir le parcours de la prise d'eau et rappeler les bienfaits de bien s'hydrater à toutes les communautés des influenceurs. Donc, on a eu recours à 10 influenceurs et on a atteint plus de 300 000 personnes alors qu'on en a eu 318 000 en impression. Donc, pour rappel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 300 000 personnes uniques. Par contre, il y a plus de 18 934 personnes qui sont revenues voir plusieurs fois le contenu et qui donc ont recherché plus d'informations par la suite. Pour cette marque de lait, on était sur de la notoriété juste et de la conversion. Donc, on a des vidéos et des photos sympas avec des produits laitiers, notamment du fromage autour de pique-nique. On avait recours surtout à des influenceurs mamans qui pouvaient déjà donner la bonne parole et prêcher la bonne parole à leurs enfants et leur dire de consommer local, de bien consommer, etc. On a eu recours à plus de 32 influenceurs, donc on a atteint un reach de plus d'1 million de personnes. Un taux d'engagement de 8%, ce qui est un très bon taux d'engagement, sachant qu'un bon taux d'engagement en France est de 3%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le rappelle. Et enfin, un dernier cas, Fast and Good. Donc là, on est d'abord de base sur une entreprise qui fait des kebabs. Mais donc là, le but, c'était de montrer que parmi ces ingrédients, on pouvait ajouter des aliments sains pour montrer qu'on pouvait manger sainement aussi dans une entreprise de fast-food. Et donc là, on a eu recours à 9 influenceurs qui étaient surtout sur le bien manger, le développement durable, tout ce qui était contre les fast-foods, etc. Et donc, on a pu faire des recettes très sympas via ces influenceurs-là. On arrive à la fin de ce webinaire. Mon alarme vient de sonner. Je vous laisse me poser toutes vos questions. Je vais regarder déjà dans le chat les différentes questions que vous avez pu poser. Et puis, si vous avez encore d'autres questions, je reste disponible soit par téléphone, soit par mon adresse mail qui se trouve à l'écran. Je serai ravie de pouvoir discuter avec vous des différentes choses. Donc, quel est votre lien avec Friendsland? Alors, il n'y a pas forcément de lien. Friendsland, c'est le partenaire pour réaliser des webinars et qui vous a proposé du coup ce webinaire via moi, via Influence, qui était experte sur le digital pour vous donner cette mini formation et toutes ces informations sur les réseaux.
J'espère en tout cas que vous avez trouvé ça intéressant et que vous avez pu apprendre beaucoup de choses et que vous allez vous servir des différents conseils et astuces que je vous ai donnés durant cette heure pour développer vos réseaux sociaux. Dans tous les comptes présentés sur les médias sociaux, l'homme-femme responsable du compte était très visible dans les vidéos et les posts. Une telle approche marketing peut-elle fonctionner même si vous ne souhaitez pas être mis en avant vous-même? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais alors oui, en effet, on n'est pas obligé d'être aussi visible. Le but, c'est surtout d'être pertinent envers sa communauté. On n'est pas obligé d'avoir énormément de followers et ni de se montrer. Hein. On peut humaniser les contenus d'une autre façon. On l'a vu avec, par exemple, Myriam sur Facebook qui lançait des infographies. Donc, on la voyait pas forcément donner des conseils elle-même, mais elle était juste vraiment présente via des infographies. Donc, l'approche marketing, elle peut en effet fonctionner, même si vous n'êtes pas mis en avant dans les vidéos et photos. Le principal, c'est comment vous allez aborder le sujet. Donc, tout ce que vous allez mettre aussi en légende, comment vous allez utiliser vos stories, comment vous allez répondre par message qui va donner de l'importance à votre communauté. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Quels sont les outils pour commencer à créer du contenu? Alors, créer du contenu, je ne sais pas si vous parlez du terme pour les infographies et graphistes ou si vous parlez vraiment de commencer à créer sur les plateformes. Pour les outils, vous avez besoin évidemment d'un appareil photo, par exemple, ou juste d'un téléphone. On peut déjà commencer à faire du contenu sympa à partir d'un téléphone. Et donc, on peut évidemment avoir recours à d'autres outils après en infographie, comme des modèles comme Canva, qui permettent de prendre des templates déjà un petit peu préparés et d'ajouter votre patte graphique à ces contenus-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est principalement de commencer via des plateformes qui sont assez simples, comme Facebook et Instagram. En plus, c'est le même groupe, le groupe Meta. C'est assez intuitif et donc vous allez pouvoir facilement commencer à créer du contenu. Sur TikTok, il faut commencer déjà un petit peu à appréhender, il faut commencer déjà un petit peu à savoir comment ajouter différentes vidéos à la suite. C'est un peu moins intuitif que juste poster des carousels photos sur Instagram, par exemple. Les hashtags et la cohérence peuvent-ils vraiment faire la différence? Oui, tout à fait. Alors, c'est prouvé et dans nos campagnes, enfin, je pourrais vous donner des exemples par mail, par exemple. Quand on utilise les hashtags, en effet, on a beaucoup plus de retours, mais il faut que les hashtags soient extrêmement pertinents. Ce que je conseille, moi, sur chaque campagne avec nos marques avec qui on travaille, c'est d'utiliser que très peu de hashtags. Entre 2 et 5 hashtags, c'est largement suffisant. Il y a beaucoup d'influenceurs qui les utilisent à tout va et qui vont même juste mettre des hashtags qui fonctionnent bien à l'instant T sur Instagram, mais qui n'ont aucun rapport avec la publication qui est publiée. Et là, dans ce cas-là, c'est pas forcément cohérent ni pertinent. De un pour la communauté, mais de deux aussi pour le contenu publié. Donc, les hashtags, en effet, font vraiment la différence sur certains posts. Sachez que vous pouvez aussi en ajouter en story et de les rendre non visibles. Quand on fait glisser et qu'on les met un petit peu en background, ça peut aussi être pertinent en story parce que ça permet à des personnes qui ne sont pas, qui ne vous follow pas, qui ne vous suivent pas, de quand même accéder à votre contenu. Est-ce que créer du contenu avec plusieurs personnes, collaboration sur un même compte, est une bonne idée ou faut-il privilégier alors non, vous pouvez totalement faire une collaboration à plusieurs, à partir du moment où, vous êtes d'accord sur la ligne éditoriale, sur la façon de vous adresser et que vous avez les mêmes objectifs et les mêmes communautés. Moi, je trouve que c'est aussi une bonne idée de faire un compte à plusieurs. Après attention, il ne faut pas être trop sur un compte. Je sais qu'Instagram fait extrêmement attention à ça et que Instagram sanctionne les personnes qui utilisent des comptes à plusieurs. Donc il faut être assez stratège, on va dire, pour ne pas avoir trop de personnes avec le même compte et donc de pouvoir publier. Mais ça peut en effet être une bonne alternative si vous n'avez pas le temps, par exemple, de vous focus sur les réseaux sociaux à temps plein. Au moins, il y a toujours quelqu'un qui peut publier une semaine A, une semaine B. Peut-être que
vous pouvez utiliser ce genre de choses et donc c'est vraiment, un bon recours, pour, déjà commencer, les réseaux sociaux. Combien de temps faut-il consacrer par jour pour être suffisamment actif? Alors, dans l'idéal, il faudrait, publier tous les jours. Selon les marques, selon les entreprises, c'est pas pertinent de publier tous les jours. Donc après, c'est aussi à vous de connaître, votre communauté. Mais au début, ce que je conseille, c'est de commencer à au moins publier une fois par semaine et de voir comment ça réagit. Si les personnes sont hyper intéressées, qu'il y a énormément de likes, d'interactions, de commentaires, et cetera, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un réel intérêt et peut-être qu'il faudra commencer à, augmenter la fréquence de publication à 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine. Forcément, les personnes que je vous ai montrées sont influenceurs, donc ils publient énormément. Elles ont extrêmement d'idées en termes de création de contenu, que ce soit dans les reels, dans les vidéos, etc. Vous, si c'est pour votre propre activité et juste donner des conseils par-ci par-là, je pense que déjà une fois par semaine, on serait déjà bien. Et donc en termes de temps, après, tout dépend de votre facilité à utiliser les réseaux sociaux. Ça peut prendre 10 minutes de créer un post, comme ça peut vous prendre 1 heure s'il y a toute une stratégie de contenu derrière, avec la création du visuel, etc. L'idée, c'est pas que ça vous prenne trop de temps non plus, mais juste que vous soyez visible un minimum par vos patients et vos potentiels futurs clients. Quels sont selon vous les obstacles qui freinent la création d'une communauté? Pour moi, il y a pas d'obstacle, forcément, moi qui travaille aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et qui, travaille sur tous les secteurs, il y a aucun obstacle. On peut travailler sur tout type de secteur et ça fonctionne tout le temps. Il suffit juste d'être assez, créatif, on va dire et d'avoir une fréquence de publication assez bonne pour, pouvoir, avoir une réelle communauté. Les obstacles qui feraient la création d'une communauté, pour moi, il y en a pas vraiment. Évidemment, il faudra vous attendre parfois à avoir des commentaires négatifs, à avoir des personnes qui ne sont pas contents, mais ça, c'est pour tout. C'est comme si on était sur Google et qu'on avait des avis négatifs. Ça, on peut pas les interdire. Par contre, tout ce qui est création d'une communauté, à partir du moment où les personnes commencent à être fédérées sur un même sujet et qu'elles sont toutes passionnées par la même chose, qu'elles cherchent vraiment des réponses à leurs questions et qu'elles les trouvent sur votre page, ça va vraiment se faire naturellement et la communauté va se créer toute seule. Avez-vous d'autres applications que Canva? Alors après, si vous êtes vraiment créatif, bah, il y a Photoshop évidemment. Canva, c'est parce que pour toutes les personnes qui n'ont pas de formation à tout ce qui est Photoshop par exemple ou InDesign, c'est assez intuitif et il y a déjà des templates déjà préparés qui peuvent vous aider. Sinon, en effet, bah, il y a Photoshop et InDesign, mais là, il faut déjà avoir une formation à ces outils-là pour savoir bien s'en servir. Après, si vous n'avez pas le temps, j'y pense justement, mais aujourd'hui, il y a des applications sur l'App Store, mais aussi sur Android, qui vous permettent de directement planifier vos contenus et vos posts. C'est-à-dire que si demain, j'utilise une application qui va planifier mes posts, je vais déjà choisir quel visuel je veux pour le lundi, quel visuel je veux pour le mardi, quel visuel je veux pour le dimanche. Je vais déjà écrire mes légendes, je mets l'heure et le jour à laquelle je veux que ce soit publié et directement, j'ai rien à faire, c'est lancé et c'est un mécanisme d'automatisation, mais donc ça fonctionne super bien pour les personnes qui ont moins de temps pour s'occuper des réseaux sociaux. Merci pour votre formation, c'était très intéressant. Comment vous assurez-vous au sein de la société Influence que les gens que vous représentez donnent les bonnes informations? Alors, pour trouver nos influenceurs, on a un réel travail de check derrière. Donc, tout d'abord, tous les influenceurs avec qui on travaille répondent à un formulaire que l'on vérifie par derrière. Ensuite, on a un outil qui s'appelle Favicon, donc c'est un outil payant. On a une licence à l'année. Donc, en équivalent, il y a aussi Call Square ou Findly, par exemple, qui nous permettent de trouver des influenceurs via des mots-clés, mais qui nous permettent surtout d'avoir accès à leurs statistiques de leur compte sans même qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'on va avoir directement une vue sur la localisation exacte de leur audience. Donc, on va avoir les 5 villes principales où leur audience se trouve. On va exactement avoir
les pourcentages de genre de personnes qui les suivent, les pourcentages des tranches d'âge qui les suivent, les pourcentages par centre d'intérêt. Mais on va aussi savoir s'ils ont acheté des followers, s'ils ont des abonnés suspicieux. On va avoir le ratio entre leur contenu publicitaire et leur contenu spontané, donc qu'ils font par eux-mêmes. Et donc tout ça, ça nous donne déjà des informations sur ces personnes-là. Et ensuite, quand ils rentrent dans notre base de données, on a un mini entretien avec les influenceurs qui nous permet de savoir s'ils ont une réelle expertise sur un sujet ou un autre. Et pour tout ce qui est influenceur pour nos clients, donc pour être sûr qu'ils donnent les bonnes informations, tous nos clients ont la possibilité de valider les contenus avant mise en ligne. C'est-à-dire que chaque influenceur qui prend la parole pour une des entreprises avec qui l'on travaille, il va y avoir forcément une vérification par la responsable communication, la responsable marketing, par le gérant de l'entreprise qui nous a contactés pour cette campagne. Comme ça, il n'y a pas de surprise quand c'est mis en ligne et ils savent exactement ce qui a été dit par l'influenceur parce qu'en effet, leur image de marque dépend de cette personne-là. Donc, c'est évident qu'on leur donne la mainmise sur le contrôle des contenus. Combien de réseaux faut-il avoir en tant que diététicien pour atteindre votre groupe? C'est parce que vous ne pouvez pas être actif. En effet, on ne peut pas être actif partout. Hein. C'est pas le but non plus. Moi, ce que je conseille, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'abord d'être bien actif sur Facebook et Instagram et LinkedIn, forcément. Mais je pense que tout ce qui est sur YouTube et TikTok, ça peut être réservé juste à des influenceurs ou juste à des personnes qui consomment des vidéos, mais sans que vous soyez dessus. Si vous êtes déjà sur Instagram et sur Facebook et que vous êtes efficace et pertinent, vous allez déjà atteindre énormément de personnes. Et donc, ce n'est pas utile que vous soyez sur toutes les plateformes, en effet. Quel est, selon vous, le meilleur moyen de commercialiser la profession de diététicien? Alors, je pense que vous avez mieux les réponses que moi, du coup, à cette question. Et je viens d'y répondre un petit peu à la fois. Mais pour commercialiser la profession de diététicien, je pense que pour beaucoup, c'est parfois un métier un peu méconnu. Donc, l'idéal, c'est déjà de commencer à rassurer les personnes qui vont potentiellement vous suivre, de commencer à peut-être pas montrer justement le côté commercial, mais montrer le côté bien-être, le côté entraide sur Facebook et sur Instagram, en leur proposant des idées, en leur proposant des astuces, des conseils, et en étant vraiment le porte-parole de la bonne parole, je ne sais pas comment le dire autrement, mais pour montrer qu'il n'y a pas du tout cette relation commerciale derrière. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Ah, c'était la dernière question. Merci à tous en tout cas. Je reste, comme je vous l'avais dit, disponible pour toute question, soit par mail, soit par téléphone. Hein, je vous renvoie ça si vous le souhaitez. Vous allez avoir la présentation dans tous les cas. Pour petit rappel, si vous ne quittez pas le webinaire, là, vous allez être directement redirigé vers une enquête pour répondre à quelques questions. Ça va vraiment nous aider, à moi qui présente, mais aussi à Friendsland, pour savoir ce que l'on doit modifier ou tout ce que l'on peut changer pour les autres webinaires. Donc, ce serait vraiment sympa de votre part si vous pouvez répondre. Et puis, du coup, à la fin de cette enquête, vous allez recevoir directement votre certificat de participation. Voilà. Vous pouvez retrouver, du coup, normalement dans le chat aussi directement le lien. Je vous le remets. Hop, voilà. En espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas aussi à m'ajouter sur LinkedIn si vous souhaitez. Donc, Élise Turbon, vous avez mon nom. Et puis, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions si vous en avez d'autres. Et puis, si vous avez besoin d'autres conseils pour le lancement de vos réseaux sociaux, n'hésitez pas. Je répondrai présente et disponible pour vous aider. Merci beaucoup à tous pour vos messages en tout cas.